Eh bien, cette table ronde, c'est la nature en sciences. Alors moi, je vous le dis tout de suite, je n'y connais rien en sciences. En tout cas, pas les sciences hard science. Voilà. Mais nous avons deux personnes extraordinaires avec nous aujourd'hui. Tout à fait extraordinaires. Je les ai rencontrées pour la première fois il y a 2 jours. Et moi, j'ai été éblouie. Voilà. Donc, on a 2 ou 3 questions à poser, mais ce que je veux, c'est surtout leur donner beaucoup de temps pour s'exprimer, parce que ce qu'ils ont à dire, c'est beau. Voilà. Donc, Benjamin Allegrini, Marie Eklund. Alors, j'ai mes petites intros quand même, donc je vais les lire. Donnez-moi 2 secondes, parce que j'ai pas mes lunettes non plus. Voilà. Donc, Benjamin est naturaliste passionné depuis l'enfance. Il a parcouru la France à la recherche des oiseaux, des chauves-souris ou encore des orchidées avant de s'aventurer en Afrique et en Asie dans le cadre de programmes de recherche. Il est le dirigeant d'un écosystème de PME dans le domaine de l'expertise naturaliste et aussi leader et pionnier de la technique d'ADN environnemental. Cofondateur de l'École des Vivants, un lieu d'expérimentation sociale terrestre et enchantée, il continue de mettre en pratique et de partager son amour pour le monde naturel avec une vision sensible et novatrice. Enfin, Benjamin siège au sein du comité d'admission du groupe Bayard pour apporter sa vision de la nature et son expertise de naturaliste et d'écologue. Et Marie est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en mathématiques et en informatique, ainsi que d'un master en analyse et politique économique. Elle débute sa carrière... Mais j'ai fait les chauves-souris aussi. Hein. Impressive. Elle débute sa carrière en 1997 en tant qu'informaticienne au sein de la banque d'affaires JP Morgan à New York et va ensuite cofonder France Digital en 2012 et le fonds d'investissement Daphne en 2015. Aujourd'hui, elle est fondatrice et présidente du fonds d'investissement 2050. Son savoir-faire, c'est de modéliser les problèmes et en particulier de concilier la performance financière avec les enjeux de la planète et surtout de généraliser cette démarche. Donc pour le fonds 2050, le problème est à résoudre et celui de créer des entreprises avec un fort succès économique qui auront alors seulement un réel pouvoir de transformation sur notre société. Okay. Donc, première question. Qu'est-ce que la nature pour vous? Qui commence? Alors moi, comme ma bio ne le dit absolument pas, j'ai aussi grandi à Vancouver. Et en fait, à Vancouver, il y a la culture locale, c'est une culture qui est une culture indigène en fait, où le mot nature n'existe pas, parce qu'en fait, on appartient à la nature, on ne peut pas la nature à distance. On sait ce que tu disais Alexandra quand on a parlé. En fait, la traduction française pour moi du mot nature, c'est plutôt le vivant. On parle de qu'est-ce que la vie en fait, qu'est-ce qui finalement nous unit tous, cette étincelle qu'on ne peut pas, qui est un peu insaisissable et qui... Donc la science, la question, quand on se pose la question de comment la science, est-ce qu'elle modélise bien le vivant, la réponse pour moi est non, parce que notamment, dès qu'il y a de la vie, on parle de système complexe adaptatif, en fait, c'est-à-dire que quand il y a la vie, il y a la mort, donc il y a par nature de changement, des transformations et un besoin de s'adapter et de s'interconnecter. Et aujourd'hui, les différentes sciences communiquent assez peu entre elles. Donc, quand on a un prix Nobel d'économie qui s'appelle Nordhaus et qui a le prix Nobel parce qu'il prédit que ce qu'il y a de plus optimal pour l'économie, en fait, c'est d'avoir un réchauffement climatique à 3 degrés, on voit bien qu'il y a un problème profond de compréhension de comment ça se traduit dans la vraie vie en vrai. Voilà. Donc, quand moi j'ai mon fils à l'école qui apprend dans ses cours d'économie qu'on a une production illimitée en économie pour la modélisation du problème, on voit bien que en fait, le vivant, la nature et toute sa capacité n'est pas prise en compte dans les sciences. Et je donnerai un autre exemple. À partir du moment où on essaye de comprendre la profondeur des problèmes et de s'intéresser au sujet du réchauffement climatique, on voit que tous les politiques ou tout ce qui se dit finalement a une approche très physique du problème du réchauffement climatique, un problème de CO2, où il se dit qu'il faut qu'on réduise le CO2 dans l'atmosphère. Là où tous ceux qui ont fait un peu de biologie et qui comprennent ça savent que la première des choses à faire n'est absolument pas de réduire les émissions, mais de faire en sorte que la nature puisse continuer à absorber l'activité humaine, et donc il faut restaurer les puits de carbone naturels. Donc on a un vrai sujet pour moi de transdisciplinarité que la science aujourd'hui, parce qu'elle se spécialise,
et qu'elle n'est pas systémique, ne sait pas appréhender de la bonne manière. Merci, Benjamin. Oui, non, pour apporter je partage complètement ce que vient de dire Marie, et je pense que c'est important aussi de se rappeler à quel point le vivant et la nature est complexe. On a eu en introduction finalement de cette table ronde beaucoup d'informations sur le fait de dire voilà, la nature elle peut être chiffrée, elle peut être intégrée dans des indicateurs, et donc je pense que, en tout cas moi mon regard, et tu l'as dit tout à l'heure en introduction, c'est un regard qui s'est forgé finalement sur le terrain, qui s'est forgé par des milliers d'heures d'observation des oiseaux, des chauves-souris, des orchidées, comme on l'a dit en introduction, mais qui finalement révèle quoi? Révèle l'extrême diversité des espèces, révèle l'extrême diversité des comportements, des habitats, des milieux et des dynamiques. Et une fois qu'on a pris conscience de ça, on s'aperçoit que c'est très complexe de les mettre dans des cases, que c'est extrêmement compliqué de les réduire à des indicateurs et à des standards qu'on voudrait tous pouvoir utiliser parce que c'est plus facile de piloter nos actions. Et donc mon message il était plutôt de ce point de vue-là, et de rappeler qu'en réalité c'est intéressant aussi d'avoir ce regard ancré vraiment sur le vivant. Et d'ailleurs, pour reprendre les mots que Marie vient d'employer, mais qui ont été employés depuis le début de cette table ronde, on en a eu 3. On a eu la nature, on a eu la biodiversité et on a eu le vivant. Et en réalité, ils sont très souvent utilisés à dessein. C'est-à-dire qu'il vous suffit de regarder qui les emploie pour comprendre quel message on veut faire passer. Quand on utilise le mot nature, on essaye d'avoir une dimension un peu plus holistique. Quand on est sur la biodiversité, on voit bien, c'est un cadre un peu plus politique, technocratique des choses. Et le vivant, en général, on l'emploie dans une dimension plus, disons, philosophique, militante aussi, parce que, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, juste avant, quand on parle du vivant, on inclut aussi l'être humain. Et ça, c'est une composante essentielle pour comprendre les dynamiques qui s'opèrent entre tous les êtres vivants. Donc la science, elle est intéressante aussi de ce point de vue-là. Elle est là pour le rappeler que la vie, c'est complexe. Et on a une science qui regroupe un peu tout ce que je viens de dire, qui s'appelle la biologie de la conservation, et qui vise à comprendre ces dynamiques, qui vise à regarder comment on peut la préserver, comment on peut la restaurer, parce que c'est important. Donc selon vous, comment est-ce que la science peut permettre à la nature d'avoir une voix, et en particulier, comment est-ce que cette voix peut être exprimée dans les prises de décision? Je dirais qu'il y a 3 grands points qui peuvent permettre de répondre à ta question. Une première qui est de rendre visibles ces êtres vivants. Il ne faut pas oublier que quand on parle d'espèces, d'êtres vivants, on ne connaît aujourd'hui que 20% des espèces. Si on cherche à faire un listing total, c'est 20%. Donc dit autrement, 80% nous est totalement inconnu. Donc en fait, finalement, ce vivant-là, on ne le connaît pas, on le connaît très mal. Mais c'est pire que ça. C'est-à-dire que le simple fait de le décrire ne suffit pas à parler du vivant. En fait, une espèce, elle ne se résume pas à un nom de genre. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est où est-ce qu'elles vivent, comment elles sont arrivées là, quelles sont les interactions qu'elles ont avec les autres. Et donc la science permet de faire ce premier pas, de les mettre en avant. Les techniques aussi nouvelles, tu l'as dit en introduction, je développe une technique qui s'appelle l'ADN environnemental, qui permet de rendre visible l'invisible. Donc par les traces d'ADN, tous les êtres vivants laissent des traces d'ADN, où qu'ils soient donc dans l'air, dans l'eau, dans les sols, vous allez systématiquement en retrouver, que vous soyez une bactérie ou une baleine, vous allez les retrouver de la même manière. Et donc finalement, grâce à la science, grâce à cette technique, on va rendre visible tout un tas d'êtres vivants qu'on ne voyait pas jusqu'à présent, mais aussi les interactions qu'il peut y avoir entre elles. Je vais prendre un exemple très concret. Vous avez tous vu une orchidée, à quoi ça ressemble à peu près. Et il y en a certaines qui s'appellent les ophrys. Ce sont des orchidées qui imitent, en tout cas c'est ça qu'on imaginait, les pollinisateurs. Donc vous avez l'ophrys abeille qui a une forme assez particulière et qui ressemble à ce pollinisateur-là. Donc si vous l'observez juste avec vos yeux de naturaliste, vous allez vous dire, tiens finalement, mon abeille, si elle est attirée par cette plante, c'est parce qu'elle lui ressemble, donc il y a une attraction qui se fait, elle va venir, il va y avoir une pollinisation. Et très récemment, une équipe de chercheurs a montré qu'en réalité, ce qui se tramait derrière tout ça, c'était des bactéries. Ce sont des bactéries qui émettent une odeur, des phéromones, et qui vont appeler ces hyménoptères. Et donc en fait, on voit bien qu'il y avait
on va dire, une autre partie prenante qui se jouait là-dedans, qui était complètement invisible à nos yeux, et qui en fait montre cette complexité du vivant. La clé du mutualisme était là, au travers d'une bactérie, et pas du tout comme on l'avait imaginé avec une orchidée. Donc ça, c'est ce que permet la science, c'est de rendre visible, et encore une fois, rappeler cette dynamique. Le deuxième point, c'est le mesurer. Alors en fait, en mesurant, et en le mettant en évidence aussi, ça permet de prendre en compte ces êtres vivants qu'on avait oubliés ou pas considérés. Très récemment, grâce à l'ADN environnemental, encore une fois, vous l'avez peut-être vu dans la presse d'ailleurs, il y a eu d'excellents articles dans Le Monde ou La Croix par exemple, qui ont parlé de cette découverte qu'on a faite dans la Seine de bivalves, vous voyez, des moules. Il y a 24 espèces qui ont été identifiées dans la Seine, et dont 3 protégées, qui viennent d'être découvertes notamment du côté de l'île Saint-Louis. Donc on ne pouvait pas du tout les identifier par les méthodes traditionnelles, donc ça c'est extrêmement intéressant, c'est ce qui a permis de faire la science, et ça va avoir un impact direct sur la manière dont on va mesurer les écosystèmes par la suite, mesurer aussi l'efficacité des politiques publiques, finalement, ça aussi c'est un des points un peu clés, hein, particulièrement dans le cadre de la Seine, on en a beaucoup parlé pour les JO, et donc ça c'est un élément aussi assez fondamental. Et enfin, je terminerai ce troisième point pour répondre à ta question par cette dimension de récit, c'est-à-dire les récits ce qu'on pourrait avoir dans le futur, de prédire des modèles que la science va offrir, qui nous permettent de comprendre l'environnement dans lequel on se situe, mais surtout les modèles qu'on pourrait mettre en avant pour comprendre ce qui nous attend avec la question du changement climatique. Donc ça, c'est ce que permet la science en donnant des nouvelles clés. Mais là aussi, je rappellerai que tous ces modèles-là ne tiennent en général que sur une somme de données pas toujours très conséquente, mais qui, pour qu'elles fonctionnent, reposent sur des modèles dans lesquels l'environnement, même si j'aime pas ce mot-là, la nature, est stable, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. On voit bien que le changement climatique apporte une instabilité qui fait que nos modèles, les modèles qu'on utilise aujourd'hui, sont en grande partie soit faux, soit probablement pas... Enfin, c'est pas probablement pas ce qui va arriver en réalité. Donc la science va amener quand même un certain nombre d'éléments qui vont nous aider à décider et à mener des actions. Mais là aussi, je tenais à rappeler que voilà, il fallait avoir bien conscience que ces modèles-là sont extrêmement fragiles, particulièrement dans le cadre du changement climatique qu'on connaît actuellement. Marie ? C'est tout à fait juste. Hein. Et moi, si je peux peut-être du coup donner quelques exemples de ce qu'on fait et comment nous ça nous aide en fait. Comment dans nos prises, comment on le fait d'intégrer la nature dans nos prises de décision. Je pense qu'il y a une première chose, il ne faut pas oublier que on est dans un monde où la donnée va aider. Donc typiquement, c'est parce qu'on a commencé à compter les poissons dans la mer que Daniel Paoli et Rachid Simala ont justement fait ça, qu'on a pu comprendre qu'il n'y en avait plus. Et que si on continuait comme ça avec la surpêche, on n'allait plus pouvoir nourrir 1 milliard de personnes sur Terre ou faire vivre les 3 milliards de personnes qui vivent de l'industrie côtière, pêchère. Ça marche, ça marche. Donc il y a un sujet où on peut mesurer grâce à la donnée, grâce aux grandes technologies. Et on a besoin non seulement de mesurer, mais aussi de partager ces différentes données pour arriver à construire des réponses qui sont localisées, contextualisées par des contextes qui sont similaires. Donc il y a un sujet, je pense, où la donnée peut aider. Il y a un deuxième sujet où il existe quand même des modèles complexes qui fonctionnent. Donc nous, on travaille beaucoup avec le Stockholm Resilience Center, qui a mis en place un système qui s'appelle le Earth System Impact et qui arrive à faire à interconnecter 3 des limites planétaires ensemble, qui sont toute la partie land, donc la Terre, le carbone et l'eau. Donc ça, c'est un système qu'on sait faire s'interconnecter parce qu'ils sont interdépendants. Hein, donc on ne peut pas mesurer une des variables et pas voir l'autre, etc. Et quand on a mesuré ce système-là, il permet quoi? Il permet de prendre des décisions, par exemple, de où est-ce qu'on va implanter la prochaine usine qui a l'impact environnemental compound, enfin qui multiplie, qui interagit sur ces 3 dimensions les plus faibles, en négatif. Donc on peut prendre, grâce à ces modélisations qui ont été faites et qui aujourd'hui commencent à pouvoir être un tout petit peu systémique, notamment sur Terre, les océans, on n'est pas du tout encore, mais sur Terre, à faire en sorte qu'on puisse prendre des décisions. Donc nous, on intègre ces modèles-là, au même titre que l'analyse du rendement financier, dans les différentes entreprises qui vont prendre ce type de décision. Et je pense qu'on peut l'étendre à d'autres choses.
Et je dirais une dernière chose, je prendrais la question à l'inverse, c'est-à-dire que je pense qu'une des grandes faiblesses qu'on a, et donc, moi je viens du monde financier et je me suis toujours demandé pourquoi les gens voyaient l'impact comme un discount à la performance financière. Pourquoi est-ce que quand on parle de performance environnementale et sociale, tout le monde pense que c'est au détriment de la performance financière? Et en fait, je pense que c'est parce que la finance est construite sur des mathématiques. En mathématiques, on optimise sur une seule dimension. On ne sait pas optimiser sur 2 ou 3 dimensions. Et donc, on est obligé de choisir son camp. Est-ce qu'on veut optimiser la performance financière ou est-ce qu'on veut optimiser une autre type de performance? Mais si vous raisonnez dans la vraie vie, en fait, dans la nature, il n'y a aucune raison que ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que quand on participe à un écosystème vivant, on est acteur de l'écosystème. Si l'écosystème est en bonne santé, il donne plus de services, il me donne plus de services, donc je peux contribuer plus. Et on peut avoir des dynamiques gagnantes-gagnantes à multidimensionnelles. Donc je pense qu'il faut qu'on retourne et qu'on s'inspire maintenant de la science du vivant, de la science de la biologie, pour le remettre au cœur de nos modèles, y compris financiers. Merci. Marie, j'ai une question pour toi en particulier. Ouais. Il me semble que vous avez la nature en tant qu'actionnaire. Oui, alors on n'a pas d'actionnaire, c'est même pire que ça en fait. Non, c'est pas vrai. On a un fonds de pérennité qui est actionnaire, donc c'est un objet qui a été construit par la loi Pacte, qui est la loi de 2019, que vous connaissez tous pour l'entreprise à mission, mais elle a aussi donné naissance à des fonds de pérennité qui globalement sont des fondations sans objet philanthropique, mais qui ont pour objet de tenir le capital et d'éviter tous ces sujets de rente en fait. Et donc nous, c'est une structure de gouvernance. On l'a volontairement, donc moi, quand j'ai monté 2050, j'ai donné toutes mes actions à ce fonds de pérennité, comme Yvan Choulin de Patagonia en fait. Et ce fonds de pérennité est une structure de gouvernance. C'est comme si j'avais un board complet, donc il n'y a pas d'incentive financier aujourd'hui à être actionnaire de 2050. Et les constituants de ce board, il y a 5 collèges qui représentent les parties prenantes de 2050, dont la nature. Donc effectivement, on a la nature qui siège, moi j'ai la nature à mon board, qui est représentée par justement Rachid Soumaïla, qui est l'un des grands chercheurs scientifiques sur le sujet des océans et des pêcheries. Et quand tu parles, Benjamin, du fait que les modèles scientifiques aujourd'hui sont dépassés, il y a un modèle en particulier qui dépasse toutes les prévisions qu'on avait, et pas dans le bon sens, c'est le modèle de la température des océans, qui depuis 2023-2024 est complètement hors scope et hors contrôle. Et on voit bien qu'il y a potentiellement un tipping point, mais on ne sait pas encore lequel, on ne sait pas expliquer, on ne sait pas prévoir. Donc c'est un sujet qui pour nous est au cœur de ce qu'on fait. Et effectivement, on a parmi nos collèges donc des représentants d'équipe, c'est vraiment multi-partie prenante, hein, donc des fondateurs du 2050, des investisseurs du fonds, des entrepreneurs qu'on a financés ou des porteurs de projets communs parce qu'on finance des boîtes et des communs, mais aussi des représentants de la société et de la planète dont Rachid. Merci beaucoup. J'avais une troisième question, mais je voudrais vraiment laisser la parole au public. Est-ce qu'on a des questions qui sont non? Pose ta question à Benjamin. Ok. La dernière question, en fait, c'est comment est-ce que la science permet de réconcilier ou de concilier intérêt de la nature et intérêt du social? C'est peut-être là que je vais rebondir du coup sur ma participation au sein du comité. Alors là, on est dans un cadre où on parle finalement de la nature dans les entreprises. Moi, dans le cadre que je vais évoquer ici, c'est très particulier finalement. C'est le groupe Bayard, qui est une entreprise à mission. Et donc moi, j'interviens dans ce comité-là, en portant cette casquette de représentant des non-humains finalement. Mais tout comme il y en a d'autres qui apportent une autre casquette plutôt sur social par exemple. Il y a tout un tas d'acteurs qui sont présents dans ce comité. Et moi, je viens là pour finalement rappeler que ces questions de nature, d'écologie, c'est pas seulement le climat, parce que c'est finalement le point qui est souvent le plus mis en avant dans les entreprises et comment on tient nos objectifs d'émissions de CO2. C'est aussi de rappeler, pour un groupe comme Bayard par exemple, qui produit des livres, qui produit des journaux, donc une consommation de papier et donc un impact sur les forêts. Donc finalement, une forêt, c'est pas seulement un puits de carbone, c'est aussi des dynamiques naturelles
important, c'est de nombreuses espèces qui interagissent entre eux, et donc mon point c'est sur un certain nombre d'éléments stratégiques et très opérationnels aussi qui sont mis sur la table et qui sont présentés au sein du comité à mission, d'apporter ce regard-là, ce regard d'un naturaliste autour du vivant, autour de la biodiversité, autour de la nature, et de donner un éclairage un petit peu différent. C'est aussi parfois bouger un petit peu les lignes, comme par exemple ce qu'on a pu faire qui était de mettre sur la table la dimension de la formation, apporter la fresque sur la biodiversité, pas seulement sur le climat dans l'entreprise. Donc ça, c'est des éléments qu'on a pu mettre en œuvre au sein du comité. Et un dernier point aussi, peut-être qui peut permettre de répondre à cette question-là, c'est un autre sujet sur lequel je m'investis pas mal, qui est l'école des vivants, et où là, nous, on part du postulat qui s'appuie un peu sur la philosophie de Baptiste Morisot, c'est-à-dire qu'il faut recréer en France, et un peu partout d'ailleurs, une culture du vivant. On a tous cette culture du vin, de la gastronomie, du jazz, il y a tout un tas de cultures qui existent. C'est comment on recrée cette culture du vivant. Et donc dans cette école, c'est ça qu'on propose, en conciliant plusieurs choses, la dimension scientifique, et la dimension naturaliste, et la dimension culturelle et artistique. Donc les arts, comment on utilise l'art pour créer une culture du vivant, et enfin la dimension politique. Et donc ce sont ces trois piliers-là qui permettent au travers de stages de recréer cette culture du vivant qui nous semble indispensable dans la vie de tout citoyen, qui soit présent dans une entreprise, dans une collectivité ou dans une administration. Je ne sais pas si ça répond entièrement à la question, mais en tout cas ça apporte un éclairage, celui que je peux apporter. Merci, je suis désolée, moi je dois vous laisser, mais je vous dirais juste une chose, parce qu'en fait il y a un problème, décalage d'horaire qui m'a un peu mis dans les choux, donc je vais devoir partir tout de suite, je m'excuse par avance. Mais je rajouterais juste une chose, c'est que je pense que c'est extrêmement important qu'on fasse le lien entre les deux, parce que les gens, de manière générale, dans ce que je vois, notamment chez les investisseurs, chez les entreprises, ou comment on a besoin pour que les gens bougent, qu'ils soient touchés en fait. Et ils sont beaucoup plus touchés par des indicateurs de performance sociale que par des indicateurs de performance environnementale. Donc si on peut traduire les tonnes de CO2 dans l'atmosphère dans des indicateurs de santé au quotidien chez les gens, eh bien on arrivera à beaucoup mieux et beaucoup plus facilement les activer que de partir du principe qu'ils vont faire le lien tout seul en fait. Donc le fait d'arriver à faire la traduction, parce que justement tout est complètement lié, mais de faire la traduction de l'impact environnemental dans ce que ça veut dire au quotidien en termes d'impact santé, d'impact social, etc., est extrêmement important pour qu'on arrive à planter l'action. Merci. Merci beaucoup Marie. Merci.